Bienvenue à notre webinaire table ronde sur le témoignage d'entreprises qui vont témoigner de leur transition responsable et de leur RSE. L'objectif est de favoriser une démarche RSE au sein des entreprises et puis appréhender des solutions d'accompagnement RSE pour vous donner des solutions concrètes qui pourront être déployées, pourquoi pas, au sein de vos entreprises. Pour rappel du contexte de la RSE aujourd'hui, pourquoi s'engager dans une démarche, il faut savoir que le contexte environnemental et économique est complexe en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crises environnementales et sociétales qui nous obligent à repenser donc la stratégie, l'organisation et le processus de la RSE et l'obligation pour nous, d'entreprises, d'entamer et d'accélérer la transformation. Une série de crises conjoncturelles, qu'elles soient sanitaires, des approvisionnements, des crises énergétiques, tout ça font que en accompagnement et en accumulation de l'évolution de la réglementation environnementale fait que ça devient difficile. Les attentes également des parties prenantes, de nos fournisseurs, de nos clients, également de nos salariés et nos partenaires, sont de plus en plus importantes. Donc, comment faire pour que la RSE on puisse s'en saisir comme une opportunité, comment anticiper les risques. Voilà, c'est au travers des témoignages de ces dirigeants qu'on va pouvoir réussir à entamer une démarche de transition responsable. Alors aujourd'hui, nous avons 3 témoins qui vont participer à cette table ronde. Donc nous avons François Chartier de Mélibé Traiteur. Bonjour. Vincent Ravu qui a l'entreprise donc Les Petits Guidons. Et puis David Corlet, notre référent RSE, conseiller client chez Altonium. Avec ces 3 personnes, nous allons donc faire le tour en un peu plus d'1h15, 1h30 des exemples sur la RSE, sur le domaine local de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Alors, on va commencer par Monsieur Chartier, François Chartier. Expliquez-nous, en tant que co-dirigeant de Mélibé Traiteur, quelle est votre activité ? Donc bonsoir, Chartier François, donc co-gérant de Mélibé Traiteur. Donc nous notre métier c'est de faire de la cuisine pour des plateaux repas, pour des cocktails, des repas d'entreprise, des mariages, tout ce qui porte à la partie événements, donc que ce soit en entreprise ou chez les particuliers pour les mariages, des réceptions familiales. Le principe, il est de produire dans un laboratoire de cuisine et puis ensuite de se déplacer. On se déplace, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de salle et on se déplace dans des endroits. Ok, vous avez une répartition un peu de clientèle qui est plutôt en B2B et une toute petite partie plus restreinte sur les mariages, par exemple ? Oui, on a, alors en B2B, on fait à peu près 70-75% et puis le reste... en B2C avec 20% de mariage et puis le reste sur des petites commandes de particuliers, des petites fêtes familiales. D'accord. Comment est-ce qu'on pose votre entreprise ? Il y a de salariés. Depuis quand vous êtes installé ? Parce que vous vous êtes installé très jeune ? Oui, alors nous on est vendéens d'origine, alors ça reste dans la région, on est quand même... on est dans la région et on s'est installé avec Simon donc en 2013. On avait 25 et 26 ans. Ici à Changé, vraiment tout près, hein, les locaux. On était au numéro 1 des Bordalais. Et puis on a commencé l'activité donc en 2013. Ça fait 12 ans. D'accord, très bien. Et vous êtes installé sans aide ? Sans aide, non, on a juste... on a fait un prêt bancaire et puis un accompagnement après avec ma initiative, mais... alors, je sais pas les montants maintenant, mais je crois que c'était 5 000 € qu'ils nous avaient prêté. Mais non, sinon, il n'y a pas d'aide de spécial. Alors, vous êtes à cette table ronde ce soir parce que vous avez une orientation RSE. Qu'est-ce qui vous a motivé au moment de votre création à vous engager sur cette démarche ? Dans la restauration, on en parle très peu ou pas du tout, en fait. Donc, on a fait 10 ans jusqu'au Covid sans en parler vraiment de RSE. On l'entendait dans le cadre, dans le cadre privé ou dans d'autres entreprises, mais nous, on n'était pas forcément impactés par la RSE parce que c'était pas un sujet dans la restauration. C'en est devenu un après le Covid parce que le Covid a remis un peu des choses
ça fait relever un petit peu des choses. Et dans la restauration, la hausse des prix de l'énergie, la hausse de beaucoup de choses, des matières premières ont fait que il a fallu quand même y penser. Mais nous, dans la démarche avec Simon, c'était aussi une volonté personnelle en premier, parce qu'on a des certaines valeurs qui étaient un petit peu pas piétinées, mais bon, qui étaient un peu passées par-dessus. Et le Covid a fait qu'on a eu un petit peu plus de temps pour réfléchir à ça. J'ai noté quand on a préparé cette soirée, faire du bon, avec du bon sens. C'est ça. C'est le retour à la simplicité. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on était, je pense, dans la restauration, on est parti, alors je m'englobe dedans. Mais les principes même sont partis un petit peu trop loin, alors que finalement, il faut revenir, on le voit maintenant dans les modes de restauration qui sont proposés, on revient un petit peu plus à des choses, des bistrots, de la cuisine un petit peu plus rassurante et de retour à la simplicité, plutôt que de prendre des choses qui sont... on prenait des produits à droite à gauche, alors qu'au final... Bon, on trouve tout ce qu'on veut à proximité dans un rayon de 50 km, on a quasiment tout pour un restaurant. C'est ce qui vous anime et c'est ce qui m'a frappé dans cet engagement, c'est que vous avez un certain nombre de fournisseurs qui sont tous dans un rayon très proche de chez vous, avec 3 leitmotifs qui sont de limiter le gaspillage, par exemple. Oui, c'était le but des fournisseurs. Alors, nous, quand on est arrivé en Mayenne, en fait, on a fait un petit tour de la Mayenne, parce qu'on ne connaissait pas la Mayenne, et on a fait un tour on a pris la voiture, on a parcouru la Mayenne, et on a essayé de rencontrer des gens qui voulaient nous faire découvrir un petit peu les produits. Et de fil en aiguille, en fait, on en a gardé. Il y en a certains qui sont arrivés et d'autres qui sont partis, mais on a fait un petit rassemblement. Au final, on a quasiment 30 personnes ou 30 partenaires qui sont avec nous pour... il y en a, c'est du safran, il y en a, c'est du poulet, du canard. Enfin, il y a vraiment de tout, de la patate douce. Il y a de tout et c'est c'est ces rencontres-là, parce on adore aussi rencontrer des gens. C'est un peu ça de notre ADN aussi, c'est le plaisir, les rencontres et au final, rencontrer des gens qui nous font rencontrer d'autres personnes et de fil en aiguille, c'est un petit peu venu, voilà, chez Melibé, on travaille comme toi, avec des partenaires. Donc on travaille avec du local, avec du bon sens, on fait du beau, on évite le gaspillage, on réduit les déchets. Voilà, c'est les premiers jalons que vous avez pu mettre pour la USE. C'est ça. Merci. On va passer donc à Monsieur Rabu, qui va nous expliquer en quoi son histoire des petits guidons, elle est issue d'une aventure familiale en fait. C'est ça, ouais. Donc, les petits guidons, c'est l'entreprise que j'ai créée avec Amandine, qui est mon épouse et associée. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 2 ans, dont le leitmotiv, en fait, est de faciliter la pratique du vélo. Et cette création n'a pas eu lieu par hasard, on va dire. Je pense qu'aucune création n'a eu lieu par hasard. Mais en tout cas, elle a été voulue après un voyage à vélo en famille de 6 mois en Europe du Nord. Donc, avec nos 2 enfants, qui avaient 3 ans et 5 ans à l'époque. C'est un petit peu ce déclic, en tout cas cette motivation, que nous a poussé à créer notre entreprise dans un domaine qui nous parlait, en tout cas des valeurs qui nous parlaient, et qu'on avait envie d'amener plus loin et de ne pas les cantonner à une expérience de 6 mois, mais voir quelle essence on peut en tirer pour capitaliser dessus et puis la faire grandir au quotidien et en faire profiter d'autres personnes. Alors concrètement, c'est quoi les petits guidons ? Alors les petits guidons, aujourd'hui, on fait de l'entretien, de la vente et la location de vélos. Donc pour ce faire, en fait, on dispose d'un atelier mobile. Donc toujours dans cette idée de faciliter la pratique du vélo, on se déplace directement chez le client. Donc ça peut être aussi bien sur domicile que sur son lieu de travail ou sur le lieu de la panne. Pour simplifier, limiter les trajets, lui éviter d'avoir transporté son vélo, trouver un rendez-vous. Et aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des entreprises qu'avec des particuliers. Et dans le cas des entreprises, en fait, on accompagne donc les entreprises, associations, collectivités dans la mise en place du vélo au sein de leur structure à travers soit du vélo de service, donc un vélo qui est partagé par les collaborateurs. J'ai un besoin ponctuel sur mon temps pro, aller à un rendez-vous, aller me chercher à déjeuner, aller sur un site qui est distant de quelques kilomètres. Et on fait aussi du vélo de fonction. Donc là, c'est un vélo qui est attribué à un collaborateur, aussi bien pour son temps perso que son temps pro. Et l'idée là vraiment c'est d'encourager les vélos taf parce qu'on sait qu'une part importante des émissions de CO2 sont liées au trajet domicile-travail. Et l'idée c'est de venir remplacer la voiture quand c'est possible, le plus souvent possible, par des trajets à vélo. Et toujours dans cette idée de faciliter la démarche, que ce soit le plus simple possible, le plus plaisant possible.
On propose des contrats leasing aux entreprises, incluant notamment un contrat d'entretien, toujours dans cette réflexion sans prise de tête, et également une garantie casse-vol sur la voie publique. D'accord. Donc là, on est sur une démarche bas carbone. On n'utilise plus la voiture, on le transfère via le vélo, avec une dimension qui m'a paru importante, c'est conserver le plaisir aussi de venir au travail, mais en vélo. C'est ça. Nos clients ne sont pas forcément des férus ou des 100% vélo. Ils ont bien aussi en tête que c'est une alternative et nous on le sait aussi très bien, hein. Même si on promeut le vélo, aujourd'hui le vélo ne va pas remplacer 5% des déplacements, c'est juste pas possible. Il y a certaines applications où la voiture s'y prête plus. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a une part non négligeable des trajets qu'on peut faire en voiture. Et on peut les faire simplement. Et les employeurs ne demandent pas forcément de le faire tous les jours parce qu'ils savent qu'il y a des contraintes, que des fois il y a des agendas qui ne sont pas compatibles, des fois une météo qui est un peu capricieuse. Mais si on arrive à transférer une partie des trajets en voiture à vélo, c'est déjà un plus. Et c'est aussi ce qu'on veut promouvoir à travers notre activité auprès des particuliers. Parce que, comme j'ai dit juste avant, notre entreprise est issue de notre histoire à travers le voyage à vélo. Et aujourd'hui, on voit un fort développement aussi du cyclotourisme. Pas forcément sur des séjours aussi longs, mais en tout cas sur des vacances ou des courts séjours. On voit vraiment que les personnes ont envie de privilégier ce moyen de vacances parce que ça a un nombre d'avantages assez élevé. Du coup, déjà, c'est plus économique parce qu'on peut partir avec le vélo dont on dispose, pas besoin d'investir forcément dans le vélo écrit. Et puis la déconnexion, le rapport aux autres, le contact avec la nature. On peut partir à la porte de chez soi aussi. Et en quelques heures, on est déconnecté. On a l'impression d'être parti déjà plusieurs heures. Donc, pas mal d'avantages. Très bien, donc on est dans la mobilité douce Exactement. et agréable. Ok. Qu'en est-il aujourd'hui pour donc Altonio, donc avec David Corlet? En quoi un cabinet comptable a-t-il toute sa place dans une démarche d'accompagnement RSE? Tout d'abord, il faut repréciser dans son contexte qu'Altonio, à l'origine, c'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit, mais pas que, c'est un cabinet de conseil et qui a vocation en fait à accompagner les entrepreneurs dans tous les domaines pour leur faciliter leur quotidien le plus possible. C'est un cabinet qui a déjà en fait la confiance de ses clients, qui les connaît et qui les accompagne pour beaucoup depuis un certain temps. Et Altoneo, en fait, depuis 3 ans, a inscrit la RSE dans ses priorités. Donc ce sont les associés qui se sont réunis et qui eux-mêmes sont déjà convaincus par la nécessité de prendre en compte les aspects RSE et qui souhaitent accompagner les clients dans ces domaines-là pour que l'impact positif d'Altoneo se retranscrive à travers ses clients et qu'il y ait de plus en plus d'impact positif. Donc Altoneo a créé une feuille de route depuis 2022 à 2024 sur la RSE. Donc Altoneo a créé un groupe de 8 personnes destinées à créer l'offre d'accompagnement d'Altoneo vis-à-vis de ses clients en matière de RSE. Et depuis octobre 2024, une consultante RSE nous a rejoints pour faire le lien entre les collaborateurs d'une part, Altoneo, les clients et les partenaires d'Altoneo, donc Axi et Accor Conseil. En la présence de Réjeanne Domi qui fera l'échange questions-réponses à l'issue de cette table ronde. Donc on voit bien, et ça a été un message assez unanime de tous les dirigeants avec lesquels j'ai pu discuter. C'est avant tout, la RSE, c'est avant tout une question de conviction du dirigeant. Et je pense que vous partagez la même chose, c'est que sans cette conviction de dirigeant, eh bien, il se passe rien ou alors c'est vite un flop. Donc on va faire ce petit tour de table où vous vous êtes présentés. Donc on a à la fois un métier de traiteur, on a aussi du service et de la mobilité douce. On va avoir quelques exemples concrets en fait de ce que vous avez pu mettre en place parce que c'est ce qui est important dans cette table ronde, ce qu'on voulait illustrer, c'est vous donner des exemples concrets que vous qui pourraient vous donner des idées à diffuser ou à reproduire, pourquoi pas, au sein des entreprises. Donc, Monsieur Chartier, au niveau de l'atelier de traiteur, qu'est-ce qui vous a incité et quels sont des exemples que vous pourriez nous illustrer aujourd'hui? Donc nous, on a mis en place avec les pieds sur terre, donc une entreprise qui est basée à Cran sur la gestion des biodéchets, qui est devenue obligatoire dans la restauration. On n'avait pas attendu vraiment
l'obligation, parce que ça fait déjà 3 ans et demi qu'on le fait avec eux. Et donc en fait toute la partie donc biodéchets, donc on parle des os, des arêtes de poissons, les épluchures de légumes, le marc de café. Après la prestation, donc un cocktail livré ou en prestation service et qu'on récupère au labo. Tout est mis dans des bacs avec des copeaux de bois et en fait c'est récupéré par les Pieds sur Terre. Donc en fait la gestion des poubelles, ça a été la première chose qu'on a mis en place et on s'est rendu compte, mais ça a commencé avant le Covid, que les poubelles noires étaient remplies d'une facilité. C'était vraiment un petit peu l'anarchie, et les poubelles jaunes qui maintenant ont pris le dessus, parce que les poubelles jaunes, les cartons, le plastique a pris une proportion dingue, donc on a commencé par les déchets alimentaires, et donc on a mis ça en place, la gestion des déchets, des biodéchets, et donc on a installé des seaux dans le labo, et puis on va vite dans les bacs et on est récupéré toutes les semaines, tous les vendredis, par les Pieds sur Terre. Donc ça, c'est la première action concrète qu'on a pu mettre en place, et donc réduction tout de suite, au lieu d'utiliser 4 doubles packs de poubelles noires, on utilisait plus qu'une. Donc c'était vraiment, même si financièrement on le paye, donc en fait il y a un loyer qui est alloué à ça, et les poubelles noires, au final, nous, il n'y a pas de réduction de plus. Mais en tout cas, bon, c'était pas pour l'argent qu'on l'a fait, mais la première chose qu'on a mis en place, c'était ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a découlé de cette action-là derrière? Derrière, après, il y a eu... on va dire que c'était une mise en avant pour eux en premier, parce je crois qu'on était une des premières structures à le faire. On a dû être 2-3 en même temps. Derrière, nous, l'équipe, en tout cas au labo, on s'est pris un petit peu dans le jeu, parce qu'on pesait en fait les déchets sur chaque prestation. On ramenait le seau au labo et on avait un coup de marqueur sur le tableau à marquer. Dès qu'il y en a un qui revenait de prédation, il marquait 2,4 kg. Donc on avait des chiffres. Et, au début, j'ai commencé à tenir un petit tableau de bord avec des chiffres, et puis je divisais, donc il n'y a rien de concret, mais je divisais par le nombre de personnes et ça me faisait un poids. Donc on se rendait compte que sur des repas à l'assiette, par exemple, on avait beaucoup plus de déchets que sur des cocktails. Mais les cocktails, c'est plus petit, donc quand on a 20 grammes de déchets sur un cocktail, 20 grammes par personne, ça représente, on est sur une pièce par personne. Donc quand on envoie un cocktail de 12 pièces par personne, la réalité, ça devrait être, on envoie un cocktail de 11 pièces et pas 12. Donc sur une fois, il y a, voilà, on voit le chiffre. Après, on peut le voir sur la durée, sur un an et demi, ou sur la récurrence. Des fois, il y a des clients qui sont avec nous sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et donc on voit que si dans les 5 derniers cocktails qu'ils nous ont commandés, on a 32 grammes ou 25 grammes de déchets, c'est qu'il faut normalement passer... il faut réduire le nombre de pièces cocktail. Et donc, c'était un petit jeu. Enfin un jeu sans être un jeu. Alors, je voulais pas que ça aille dans l'excès, mais c'est devenu quand même un petit jeu. C'est que le but, c'était de faire le moins de déchets possible. Donc, il y a une espèce de challenge, de compétition à la fois en interne avec vos collaborateurs et aussi pour vos clients. Il y a une prise de conscience du gaspillage à limiter et une certaine satisfaction aussi à interagir avec eux aussi là-dessus. Oui, on était con. Alors, c'est pas encore pris. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des clients qui sont très contents et qui s'en servent, et d'autres où il n'y a vraiment pas de sujet. Donc après, nous, on n'a pas encore, même dans la communication, on est plutôt, on n'est pas encore avancé au point de donner une feuille de route claire à la fin de la présentation. Mais on le communique quand même. Et bon, après, s'il y en a qui sont concernés ou vraiment à fond là-dedans, ils nous le disent. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est votre démarche locale, d'approvisionnement local aussi auprès de fournisseurs qui sont référencés pour avoir à la fois des produits issus du terroir, mais qui soient bons et dans lesquels vous avez une certaine connaissance de la maîtrise aussi de comment c'est fabriqué et comment vous allez le transcender au travers de la cuisine que vous faites. Oui, parce qu'au final, quand on parle de RSE, nous, à notre niveau, par exemple, c'est aussi les fournisseurs. Et quand on se rendait compte qu'on est à bon champ maintenant, changer, c'était le même problème.
On est pas très loin de la bretelle d'autoroute et en fait, tous les grossistes entre guillemets, donc les grossistes nationaux pour des épices ou du riz, des pâtes, des choses de tous les jours. Et ben en fait, ils sortaient d'autoroute et ils arrivaient à Laval, ils faisaient leur tournée et après ils repartaient. Donc ils livraient à Laval tous les jours. Nous à Bonchamp, le simple fait d'être écrit Bonchamp, on ne pouvait pas être livré tous les jours. Donc on a dit après le Covid, j'ai dit bah c'est pas grave, on va réfléchir différemment, on va essayer de s'approvisionner vraiment le plus local possible. Et en fait, on a rencontré des gens. Il y avait même Bio qui était à Bonchamp, qui travaille avec Agrologique, qui est en tram. Enfin, ça a mis beaucoup de fournisseurs en avant et au final, on s'en passe avec plaisir de ces grossistes nationaux qui, eux, ne voulaient pas faire d'efforts et en plus nous envoyaient souvent des cartons parce qu'ils ont des normes quand ils envoient un kilo ou je prends un kilo de farine ou un kilo de sucre, eh ben ils sont obligés de le mettre dans un gros carton et en fait ils ferment le carton avec un seul kilo dedans donc c'était absurde déjà en déchets. Donc c'est pour ça qu'il a fallu accentuer quand même sur les producteurs locaux. D'accord. Au niveau des petits bidons, comment vous nous avez mis en place ces flottes d'aïe-service, ces vélos de location, etc. Est-ce qu'il y a des packages que vous avez imaginés pour que ça se vulgarise? Oui, en effet, alors, je vais déjà rebondir sur les propos précédents parce que dans la RSE, il y a aussi la dimension effectivement locale. Et je vais rebondir sur l'exemple de François avec les pieds sur terre notamment. Parce que effectivement, quand on voit ce mode de consommation, etc., c'est aussi des incidences qui ruissellent. Et les pieds sur terre, en effet, font la collecte des biodéchets, principalement au camion. Mais il y a une partie de la collecte des biodéchets qui est faite par le lièvre à vélo, donc qui est un coursier à vélo sur Laval, et en plus de son activité de coursier, il s'occupe de collecter les biodéchets au marché, chez quelques restaurateurs, et aussi dans quelques écoles élémentaires sur la. Et du fait de ce volume d'activité supplémentaire, parce que des acteurs comme LIB, Jojeu, etc., sont vraiment de l'activité pied sur terre, donc indirectement l'activité du lièvre à vélo, et ça lui a permis en fait d'augmenter la taille de son équipe et d'acheter de nouveaux vélos cargo pour effectuer sa tournée. Et du coup, nous, ça nous a permis, il a voulu travailler en local avec nous et on lui a livré 2 vélos cargo pour qu'il puisse effectuer sa tournée. Donc c'est un exemple hyper concret des avantages de la RSE et du local, parce qu'en fait, une action à la base qui est je veux mieux trier, je veux mieux gérer mes déchets, en plus je veux travailler en local, finalement, en fait, ça a travaillé tous les milieux locaux, et puis en plus, ça se fait en mobilité à vélo, donc pour le coup, c'est des 10 actions qu'il faut faire des grandes choses en local. Donc il y a une vraie synergie finalement entre les entreprises locales. Vous êtes tous interconnectés, possiblement, avec cette RSE, avec une notion de recyclage à la base, mais qui finalement va faire aussi travailler la mobilité douce, les fournisseurs, etc. C'est un bel exemple. Tout à fait, ouais, finalement, sans le savoir, mais voilà, ça permet à tout le monde de travailler dans la bonne direction. Donc, Comment vous pouvez rassurer vos clients sur des notions de pérennité, d'utilisation du vélo sur le plus long terme? Alors, en effet, il y a une partie d'évangélisation, en tout cas de réassurance, qui est assez important parce qu'on est sur des activités un peu nouvelles, notamment quand on parle du vélo de fonction. Et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il est clair que la bascule se fait quand notre interlocuteur est convaincu de l'intérêt de la solution. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a tout de suite des freins, parce que la pratique du vélo, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi quelques inconvénients. Et si la personne en face n'est pas réceptive, en tout cas convaincue du bienfait de la chose, forcément, ça va être plus difficile à mettre en œuvre. Je pense qu'il y a rassuration aujourd'hui nos clients, c'est qu'ils auraient fait un acteur local, un acteur dédié de A à Z, aussi bien pour la mise en place de la flotte que pour l'entretien, que pour le suivi. Donc pour eux, c'est très simple, ils ont un seul interlocuteur. Nous aussi, on les conseille en fait sur le type de vélo qui sera plus adapté à leur pratique. Parce que le but du jeu, c'est qu'on mette aussi un vélo qui va répondre aux besoins des collaborateurs. Parce que si on met lors de l'entretien, on s'aperçoit que le vélo il n'a pas tourné, c'est un semi-échec, parce que le but du jeu, c'est quand même de mettre en place des vélos qui vont être utilisés. Et sinon, finalement, c'est un peu plus contre-productif par rapport à l'idée de base. Et on privilégie aussi des marques françaises quand c'est possible, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, aucun vélo n'est réellement fabriqué en France, en tout cas, éviter les composants qui sont effectués et qui sont
acheter à l'extérieur. Et on travaille aussi avec des produits fiables, reconnus, parce que les pannes, ça arrive, parce qu'aucun produit n'est infaillible. Mais dans ce cas-là, le but, c'est qu'on puisse apporter une solution au client, réparer le produit, venir changer la pièce qui est défectueuse, plutôt que de devoir changer tout un moteur ou tout un vélo. Comment, quelles que soient vos solutions, vous pouvez communiquer, comment vous valorisez votre démarche RSE auprès des acteurs locaux, auprès des clients aussi? De quelle manière vous vous organisez Nous, le bouche à oreille, un petit peu de réseaux sociaux aussi. Après, le bouche à oreille fait beaucoup de choses parce qu'au final, dans le même principe que un petit peu le cercle vertueux, au final, avec qui on travaille fait nos fournisseurs ou nos partenaires, c'est aussi grâce à eux que de fil en aiguille, ça en vient, ça revient sur la table. Et puis après, je pense que c'est au fur et à mesure des années, parce que il y a sûrement des méthodes plus. Mais nous, en tout cas, ça a été le bouche à oreille, parce qu'au final, je pense qu'on est, enfin, c'est même sûr qu'on est quand même généralement mis en avant par les producteurs, et du coup, le nom de Mélibé pour une réception peut sortir quand on est intéressé de manger beau et bon, j'espère. Donc en fait, vos producteurs, vos fournisseurs sont eux-mêmes des vecteurs de communication pour votre entreprise. Ah ben moi je défends ça, et ça a toujours été depuis le début de Mélibé, parce qu'on a toujours dit qu'on voulait pas faire de nous la viande, c'était que de la viande française en premier. Après on a baissé un petit peu le cercle, on a dit région, mais bon, on est dans la situation géographique de la Mayenne fait qu'on est entre 2 à 3 régions, donc on pouvait pas trop dire que de la région, parce que la viande peut venir de l'Orne, comme de la Bretagne ou au Pays de la Loire. Donc en tout cas, on a essayé de dire que c'était vraiment le plus près possible. Et maintenant en bœuf, volaille et canard, par exemple, on est quasiment 100% mayennais. On prend encore du bœuf à Vitré, mais bon, on est quasiment sur du mayennais, donc c'est quand même déjà... Et le fait de dire ça, moi je vois avec des clients, j'arrête pas d'en parler, peut-être de trop, faudrait que je demande aux clients si je parle de trop, mais j'arrête pas de le mettre en avant, et moi je les mets en avant mais c'est pas pour... parce que je suis fier et quand je suis fier de ça, enfin de quelque chose, en tout cas de fier de travailler avec eux, et bon, je pense que ça se voit, et les clients sont... Et en plus, c'est rassurant, les gens aiment bien ça, c'est quelque chose dans la cuisine, on a besoin d'avoir des choses concrètes, et là, c'est du concret. Quand on dit qu'on fait de la volaille de buisserie pour une soirée d'entreprise, oui, c'est concret. Pour le coup, c'est vraiment de la communication, mais c'est du concret. Vous avez mis en place aussi, alors ça c'était au moment du Covid, des bocaux, c'était assez innovant à l'époque. Oui, les bocaux... Alors, il y a plusieurs types de bocaux. Nous, c'était les bocaux en ultra frais. Donc, en fait, c'est des plats préparés, comme on peut avoir des plateaux repas. Et le bocal servait de contenant. Donc, il n'y avait pas de cuisson dedans. C'était mis sous vide. C'était pas stérilisé. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait ultra frais. C'est que c'est une DLC de 3 à 5 jours. Et nous, le Covid, on a tout arrêté du jour au lendemain, avant tout le monde, parce qu'au final, nous, en février, avec les entreprises avec qui on travaille, étaient déjà impactés. Je crois que la fermeture a lieu le 15 mars, mais nous, le 15 mars, ça faisait déjà 15 jours les frigos étaient vides, on n'avait plus rien. Donc nous, en février, on était déjà impactés avec des groupes ici à Laval qui nous annulaient toutes les commandes. Donc il a fallu rebondir un petit peu. On a laissé passer 2-3 mois, on a remis un petit coup de plat dans l'entreprise, et puis après... On a enchaîné tout de suite, et Simon a eu l'idée il regardait, on avait le temps de regarder Internet, et il a trouvé, il a vu 2 ou 3 petites choses qui se passaient avec les distributeurs automatiques, et puis il a dit, pourquoi on ferait pas des distributeurs automatiques dans les entreprises, sachant que, les salariés revenaient plus ou moins en entreprise pour arrêter là, mais ils pouvaient pas aller manger au restaurant, les restaurants étaient fermés, et donc on s'est dit, on va lancer ça, on va commencer par ça, et puis on a choisi 2 entreprises, donc Actual et Seva, qui sont des entreprises un peu pas historiques, mais presque pour nous, c'est des clients qu'on a depuis longtemps, et ils sont déjà dans la démarche du bien-être au travail. Ils pensaient déjà pour le salarié qui était dans les bureaux à proposer des choses différentes. Et donc on leur a soumis l'idée, et ils nous suivaient, donc on s'est dit, on va lancer ça. Donc en octobre ou en novembre, je crois, 2020, les premiers distributeurs étaient déjà installés, et on vendait les bocaux comme ça. D'une crise, on en a fait une opportunité, C'est ça. un nouveau marché.
Et ça continue toujours. Paiement carte bancaire, acceptation des tickets restaurants. Ça, pour le coup, les tickets restaurants, c'est vraiment la première fois que ça existait en France parce qu'en fait, le lecteur, il lit des billets monétiques à la base. Et il a fallu lui faire comprendre que il allait lire d'autres billets. Très bien. Pour les petits guidons, vous avez une démarche de communication, vous avez un site internet, vous avez des réseaux sociaux. Comment vous faites pour vous faire connaître? Même 2 sites internet, parce qu'entre notre offre pour les particuliers et les entreprises, la philosophie est la même, mais en tout cas, l'usage est un peu différent. Donc, on a décidé de séparer les univers parce que ça crée de la confusion. Donc, il y a vraiment un univers dédié au vélo loisir et un dédié au vélo d'entreprise. Parce que pour la partie vélo d'entreprise, il y a quand même une pédagogie, une explication, parce que c'est quand même plus récent. Les clients ne sont pas forcément à même du principe et des possibilités, donc il y a une vraie pédagogie, explication à faire. Donc aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne bien. Mais pour ça, il a fallu trouver effectivement le premier client. Et on s'est appuyé notamment sur les réseaux sociaux, sur des vidéos de témoignages pour concrétiser la chose, pour montrer ce que c'était réellement. Et on organise aussi en parallèle un certain nombre d'ateliers auprès de clients qui ne sont pas dans une démarche de dire je veux mettre en place une flotte de vélos, soit parce que c'est trop tôt, soit parce qu'ils n'ont pas besoin peut-être, ou que ça serait une étape prochaine. Et on multiplie en fait les différents supports. On fait du lunch and learn pour présenter des vélos, on fait des conférences. La semaine passée, on a fait des ateliers de présentation, une journée de lancement collaborateur. L'idée, c'est plutôt de s'adapter aux besoins vraiment du client, à ce qu'il a envie de faire, à son étape, pour le faire avancer dans la réflexion et peut-être l'emmener ailleurs. Mais en tout cas, vraiment ne pas se concentrer exclusivement, c'est la flotte de vélo, rien, mais c'est plutôt d'aller travailler tous les éléments qui permettent de mettre les personnes au vélo, que ce soit avec leur propre vélo ou un autre vélo, ou en tout cas de le faciliter. Alors, la RSE, vous l'avez mis dans vos gènes, dans vos envies, dans vos leitmotiv. Toutes vos démarches que vous avez commencées depuis moins de 2 ans au plus depuis 12 ans, quels en sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices que vous retirez de cette démarche-là? La démarche, oui. Donc dans les relations entre clients, partenaires, avant on était obligé d'expliquer comment on travaillait. C'était toujours le discours. On veut travailler, alors que maintenant finalement c'est devenu tellement naturel. On était encore la semaine dernière avec des fournisseurs. On a mangé ensemble le midi. Et on se raconte comment, enfin voilà, il y a même plus, maintenant on sait comment on travaille, donc il y a une relation de confiance, c'est vachement fluide, et puis en plus le client à la fin s'y retrouve, lui, il sait maintenant comment la démarche, comment on travaille, donc cette relation-là, c'est un vrai bénéfice parce on s'enrichit de toutes ces bonnes relations qu'on a mis en place. Il y a aussi pour les appels d'offres, parce qu'en Mayenne, on est quand même, on est un peu en décalé avec d'autres départements parce que il n'y avait pas vraiment de structure. Maintenant, il y a l'espace même qui est arrivé, qui amène quand même un nouveau flux en tourisme d'affaires qui ça nous impacte, c'est bénéfique pour nous, mais on a maintenant des appels d'offres à répondre avec des structures de Paris, de Nantes ou de Rennes qui sont déjà, ils sont déjà lancés depuis quelques années dans un appel d'offres avec une grosse partie RSE, vrai ou pas vrai, mais en tout cas, le cahier des charges il est comme ça, donc il faut s'y tenir, et donc généralement en Mayenne on a été, je pense, dans les premiers en tout cas, à pouvoir répondre à certains critères qui sont demandés. Donc, en étant précurseur sur cette démarche RSE, vous avez une facilité d'accès à des appels d'offres plus faciles avec des prestataires qui viennent de Paris ou pour des événementiels. Et c'est un vrai gage de sérénité pour eux, parce que vous avez cette expérience-là depuis plusieurs années maintenant. Oui, mais même des entreprises sur le secteur, à Laval, que ce soit le Stade Lavallois ou d'autres entreprises, cette partie-là, RSE, a été très importante et va le devenir très importante. C'est votre image de marque, c'est ce qui fidélise vos clients aussi. Vous êtes... De quoi vous êtes le plus fier dans tous ces bénéfices-là que ça vous en retire? Non, je suis pas forcément... Enfin, c'est pas de la fierté, c'est juste que, comme tout à l'heure, la présentation, c'est du bon sens, en fait, de se dire que on reprend les bases et puis de travailler au final comme on a envie ou comme on l'imagine dans la tête.
j'imagine certaines choses dans mon métier et je me dis, au final, il faut le mettre en place, il faut le faire. Alors, je sais pas, moi, j'invente pas les normes et tout ça, mais je m'inspire en tout cas de certains dans le secteur. C'est pour ça qu'on a rallié une association nationale Traders d'Avenir qui nous permet de sentir un petit peu ce qui se passe chez des grosses structures pour justement s'en inspirer et de le mettre à notre niveau. Et c'est ça qui fait que on va avancer petit à petit à notre niveau, parce que notre taille d'entreprise fait que il faut mettre des petites choses. C'est plus facile à mettre en place qu'on est à notre taille, donc à notre petite échelle. Et puis comme ça, derrière, si ça se développe, au moins c'est mis en place. D'accord, très bien. Donc, relation avec les clients et les prestataires, une reconnaissance pour les appels d'offres, des clients fidèles, et puis une image des marques renforcée. Voilà, c'est les 4 positifs, c'est les 4 bénéfices que vous en faites. Très bien. Monsieur Rabu, pour les petits guidons, vous avez une dimension, je dirais, un peu plus sociale des bénéfices. C'est ça, en effet, le vélo entreprise a plusieurs aspects. Mais c'est vrai que le point le plus important, c'est que ça va jouer sur le bien-être collaborateur. Et ça va ruisseler à nouveau sur l'absentéisme, du turnover ou l'attractivité. On a parlé plusieurs fois de la Mayenne, qui est un petit département et qui a un petit déficit de notoriété, où il y a un faible taux de chômage. Et pour autant, il y a de belles entreprises, de belles industries qui cherchent à recruter et qui ont du mal parfois à trouver les talents correspondants. C'est vrai que de proposer des avantages différenciants, ça permet des fois de sortir du lot, ou en tout cas de communiquer de manière différente, et puis d'attirer un petit peu la lumière, le regard sur soi. On a certains clients d'ailleurs qui sont lancés dans l'objectif employeur Pro Vélo. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment au-delà du discours, c'est d'aller plus loin et d'être accompagné par la FIB, la Fédération des usagers de la bicyclette, pour vraiment déployer le vélo au sein de sa structure, en s'engageant, en mettant en place les process, les infrastructures nécessaires, pour que ça soit vraiment un réflexe et que les collaborateurs puissent en profiter. Donc vraiment, le collaborateur dans le dispositif-là est un peu finalement au centre des préoccupations. Et ça lui permet de venir au travail. On voit bien quand on est chez les clients, c'est mon sas de décompression. Je me vide la tête, je suis plus pris dans les bouchons. Finalement, parce que même si on parle de l'assistance électrique, il faut mal à tout pédaler. Et en fait, tout ça, finalement, ils y prennent vite goût. Et puis pour moi, entre guillemets, la réussite, c'est quand s'il y a un vélo qui a besoin d'être entretenu, leur principale préoccupation, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut le récupérer, parce que finalement, maintenant, ils ont du mal dans son passé. Donc c'est plutôt bénéfique. Et une chose que j'avais pas forcément soupçonnée, parce que quand on parle de RSE, il y a aussi l'aspect social. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui, en fait, au-delà du vélo taf, utilisent le vélo vraiment comme outil d'insertion. Des entreprises, souvent des associations, vont doter leurs collaborateurs d'un vélo, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité à se déplacer en voiture, soit parce qu'ils n'ont pas de voiture, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le permis. Et le fait que l'entreprise ou l'association les dote d'un vélo leur permet d'aller accomplir des missions et du coup d'occuper un travail. Et on ne se rend pas forcément compte, mais pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, finalement, en fait, le vélo, c'est un outil de développement social et qui leur permet de travailler. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et sans ça, en fait, ils n'auraient pas pu le faire. Et du coup, on découle toute l'insertion. Et puis après, il grandit, il peut peut-être passer son permis, etc. Mais en tout cas, on a plusieurs associations comme ça dans ce cas de figure qui accompagnent les collaborateurs et qui utilisent le vélo comme outil de développement social. Je trouve ça plutôt top. Une vraie insertion sociale, une vraie démarche d'intégration. Vous avez parlé de bien-être au travail. Ça s'illustre comment vous allez le prouver? Vous avez des indicateurs un petit peu que vous suivez Alors aujourd'hui, on essaie de le suivre avec les entreprises avec qui on travaille, parce que c'est elles qui sont détentrices de l'information. Nous, on ne peut que la collecter. Mais en tout cas, on veut mesurer les indicateurs comme effectivement le taux d'absentéisme, l'attractivité avec le pourcentage de candidatures sur une offre où le vélo est mis en avant, et puis le turnover. Et l'idée, c'est de comparer en fait des chiffres avant et après pour voir si effectivement il y a une évolution et si en tout cas le vélo permet de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Très bien. Donc, une dimension d'insertion sociale, du bien-être collaborateur,
Et puis, il y a quand même une notion importante qu'on a dit au départ, mais du carbone en moins dans l'atmosphère. Parce qu'on est sur la base du vélo, donc moins de kilomètres de voiture. Et ben, tout à fait, il y a aussi, effectivement, c'est une dépense pour l'entreprise au départ, même si le collaborateur peut contribuer au loyer, mais finalement, en fait, il faut plus voir ça comme un investissement, parce que l'entreprise va aussi en récupérer quelques économies, donc déjà, en termes d'efficacité, présence collaborateur. Mais des vélos, ça occupe moins de place qu'une voiture, donc le coût d'une place de parking, j'ai jamais réussi à savoir vraiment le coût d'une place de parking, parce que les chiffres varient énormément, mais c'est assez élevé. Et puis, effectivement, pour les collaborateurs, il y a une économie à la clé de carburant. Et puis, c'est ces tonnes de CO2 qui vont pas être envoyées dans l'atmosphère parce que on a des clients qui roulent. Moi, quand je fais mes entretiens, je fais les relevés des compteurs. Parce qu'aujourd'hui, 99,5% des vélos qu'on a entrepris sont des vélos à assistance électrique. Donc, c'est très facile de voir les distances parcourues. On en a des collaborateurs, il y a des collaborateurs de clients qui vont rouler, je pense qu'ils vont atteindre les 1500 km dans une année. Nous, quand on a une flotte de 20-30 vélos chez un client, ils ne font pas tous faire 1000 km, mais on peut très bien arriver à 15 000 km, à peu près ce qu'on fait dans une voiture. Donc, c'est-à-dire que c'est 3-4 tonnes de CO2 qui vont être évitées. Et donc, ça, c'est hyper mesurable, hyper palpable et plutôt gratifiant pour tout le monde. Bon, un élément du bilan carbone. Très bien. Alors, tout à l'heure, Monsieur Chartier me disait, bon, c'est pas toujours du rose, la RSE, ça coûte aussi. Vous êtes tous confrontés à des défis à relever au quotidien. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été soumis pour déployer cette démarche RSE? La première chose, nous, on va être à ce stade-là, c'est les normes ISO ou les labels. Là, c'est vraiment la base. Donc, tout ce qu'on fait, ça se mesure à notre échelle. Mais maintenant, pour que ce soit concret, il faut qu'on obtienne, qu'on passe certaines normes. Ouais. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui un label ou être normalisé à la demande de vos clients? Oui, et même aujourd'hui, j'ai été relancé le client m'a demandé des nouvelles au niveau des normes. Donc non, c'est quelque chose qui est important et c'est pas que du. Le but, il est pas de faire que de la com dessus et de se dire on doit rien à personne. Ça n'a jamais été l'idée, mais les normes servent à ça. Donc il faut, comme les labels servent à ça, donc il faut aller les chercher pour justement que ça puisse au moins conforter certains clients et nous conforter dans ce qu'on fait. Des preuves. Des preuves. Ok. Donc ça, c'est le premier défi, des normes ISO et puis un impact sur votre liberté de travail. Vous me disiez que vous n'étiez pas toujours à même de faire ce que vous vouliez faire à cause de ces normes. En fait, le problème, c'est que je le vois avec certains traitants dans la situation à qui on adhère, c'est qu'en fait, le problème des normes dans notre métier, nous, ça nous oblige ou ça nous obligerait à travailler un petit peu différemment de ce qu'on fait. Nous, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent. On a une certaine liberté, que ce soit dans le choix des matières premières, le fait de on s'autorise à faire comme ça parce que c'est ce qu'on veut faire. On parle de cuisine, normes en cuisine, il y a les normes hygiène, mais maintenant pour avoir des normes en RSE, on est, ça part dans des délires des fois qui sont un petit peu contraignants parce que j'ai pas envie d'être forcément avec un grossiste comme je parlais tout à l'heure. Alors il faut voir un petit peu jusqu'à où ça va, mais bon, on va commencer par des labels, je pense, ou un label déjà pour voir, et puis après on verra pour les normes ISO qui sont beaucoup plus contraignanarrivante. La RSE, innover, trouver des nouvelles solutions, ça demande aussi d'investir. Comment vous arrivez en tant que dirigeant à répercuter cette démarche auprès de vos clients? Est-ce qu'il y a un impact sur le tarif? Comment ça se passe? Nous, l'impact, il a été... Alors nous, on aimerait bien livrer les plateaux repas en vélo avec
Le lièvre à vélo, justement, il vient pas jusqu'à Bonchamp. On va voir si ça se trouve, ça va évoluer. Justement, le fait qu'il ait plus il aura de volume de clients, plus il pourra mettre en place. Et son idée déjà est géniale à la base. Et nous, l'idée, les plateaux repas, c'est en véhicule. Et le véhicule, avant, on avait des tournées de 3 heures. C'est vraiment, c'est que en plus, on allait d'entreprise en entreprise en dessous de 10 plateaux, on livrait tout le monde. On a réduit maintenant en dessous de 10 plateaux, il n'y a plus de commandes en dessous de 10 plateaux, ou sinon les gens viennent chercher, mais bon, on a juste déplacé le problème, on livre plus, mais les gens se déplacent. Donc finalement, nous, ça nous dérange pas, puisque les gens viennent, mais bon, le trajet, il est quand même fait. Le bac carbone, il est toujours là. L'impact carbone, il n'est pas réduit, à part nous qui passons moins de temps sur la route. Et après, la livraison, maintenant, on a un forfait de livraison qui est forcément de base inclus. Avant, on rémunérait pas cette livraison-là en dessous de ou à partir de. Maintenant, c'est inclus d'office. Il y a forcément un forfait de livraison pour qu'on touche un petit peu au portefeuille, parce que mine de rien, ça marche. Ça marche un petit peu. Et puis, de se dire que voilà, les plateaux repas, le prix sur les plateaux repas, c'était ça. Après, financer sur les cocktails ou les mariages, au niveau de la gestion des biodéchets, on n'a pas forcément... c'est pas un gros impact financier. Après... on essaie au fur et à mesure de le faire, de le mettre en place quand même. Il y a des forfaits qui existent, il y a des choses comme ça qui sont mis en place parce que maintenant on a l'expérience de tel endroit, tel lieu, telle soirée. Donc c'est un petit peu on fait un petit peu notre cuisine en interne pour la facturation et en fonction du lieu, de l'événement, on applique ça. Mais bon, c'est pas vraiment pour ça que les normes sont là pour mettre les choses. Mais bon, on répercute quand même un forfait. Bien. Il y a quelque chose qui m'avait frappé en termes de défis. Vous m'aviez parlé de pédagogie avec vos clients. L'opulence de la partie alimentaire, c'est réel. Alors, pas pour tous les clients, mais bon, c'est encore bien présent. On le sait que nous, on réfléchit en grammage. Quand on fait le menu, on a un poids à peu près... on sait quoi le poids qu'il faut faire. Et quand on nous envoie des mails avec des commandes, on se dit, mais bon, alors dans ces cas-là, il y en a certains sur les volumes, on leur dit clairement, et puis après, bon, ça passe pas, mais bon, oui, c'est vraiment éduquer les gens, mais bon, c'est encore tenace. C'est diminuer les quantités tout en gardant une qualité meilleure, en fait, et on s'y retrouve, en fait. On lance des gammes zéro déchet. En fait, zéro déchet, à la base, ce serait déjà que les gens qui commandent, on soit une commande normale avec des clients, avec les invités qui viennent et qui puissent finir ce qu'ils commencent de manger. On touche beaucoup de gens et souvent dans un événement professionnel, il y a une personne qui paye et admettons 100 ou 149 qui sont invités. 150 personnes invitées, déjà il y a un pourcentage qui vont pas venir. Et puis ensuite, un quart d'heure après le début du cocktail, il manque déjà 50 personnes. Donc forcément que ça a un impact sur la soirée pour nous parce que il y a déjà un tiers des personnes qui n'est pas là et puis ensuite plus on avance dans le temps, plus il y a des gens qui partent et le noyau va faire sur 120 personnes, le noyau il fait 50 personnes au bout d'1 heure. Sauf qu'on mange pas un repas en 1 heure, enfin en cocktail c'est quand même compliqué. Et donc ça c'est concret, c'est qu'au lieu de commander un cocktail de 12 pièces, vaut mieux en commander un de 6 pièces. Et qui ferait l'affaire largement parce que les gens ne mangeraient pas. Et par contre, ceux qui restent jusqu'au bout, ils se diraient, ils ont pas prévu assez. Mais en fait, là, on serait là pour leur dire, non, on leur expliquerait comme ça. Oui, bien. Mais le cap à passer est plus compliqué. Bien. Monsieur Rabu, vous aussi, vous parliez de pédagogie en défi. Quelle est-elle, cette pédagogie? C'est vrai que nous, on a la complexité de devoir effectivement expliquer l'offre, notre fonctionnement, ce qu'ils peuvent en retirer. Et c'est vrai que ça mérite des explications. On est souvent sur des dossiers très longs, des temps longs de décision. Grosso modo, il se passe à peu près 1 an entre les échanges et puis une éventuelle prise de décision parce que il y a tout un travail d'explication, de concertation avec les collaborateurs, de présentation, parfois de tests, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et que ça correspond bien aux besoins. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi lié au fait que notre interlocuteur est aussi convaincu et moteur pour faire avancer les choses.
Donc il y a vraiment une partie d'explication, de prise en main, de réassurance par rapport au projet et aussi par rapport aux produits que les clients ne connaissent pas forcément et vont avoir des questions légitimes parce que quand on n'est pas le produit et qu'on investit, on a besoin de savoir voilà, comment ça se passait, l'entretien, si la personne elle a un problème, la réparation, combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va me coûter, les batteries, combien de collimages je peux faire par jour, et puis il y a aussi toute une pédagogie à propos de l'utilisation du vélo, parce qu'on sait tous globalement faire du vélo, mais certaines personnes n'ont jamais pratiqué le VAE, donc quand ça marche le moteur, et puis une batterie, comment je dois la recharger, ce qu'il faut que je la stocke, bien toujours utiliser les vitesses, la circulation sur la route aussi. On accompagne aussi les clients, on leur explique des applis, par exemple comme GeoVélo qui existent pour trouver l'itinéraire idéal. Donc elle est vraiment à différents niveaux et puis ça va aussi dépendre de l'interlocuteur. Ça va être vraiment de la mise en place du leasing à concrètement j'ai mon vélo mais comment je fais pour l'utiliser et bien l'utiliser et puis vous me préconisez de passer quoi. Et puis on peut aussi intervenir sur un petit peu de pratique, enfin en tout cas de conseils sur l'extérieur routière, le casque, comment je le mets, comment je l'attache, un casque bien porté, qu'est-ce que c'est, parce que si la hanse la lanière elle est là, finalement c'est pas trop nécessaire. Quand je me comporte à vélo sur la route, les panneaux, etc. Donc on essaie de répondre voilà, par rapport aux différentes interrogations qu'il peut y avoir, parce qu'on a aussi des clients qui ont simplement peur de se retrouver sur la route avec d'autres usagers sur un vélo. Il n'y a pas la continuité cyclable 100% du temps, ça n'existe pas. Et ça, aujourd'hui, c'est un de nos plus gros défis à relever, entre guillemets, même si on est tributaire, en fait, en des investissements et du développement des infrastructures. Mais il y a un volet accompagnement, réassurance des personnes qui ont besoin d'être rassurées, savoir que ça va bien se passer et comment faire en sorte que ça se passe bien pour que le partage de la route soit bon pour tout le monde. Donc, partager la route, favoriser la mobilité douce, ça passe aussi par des pistes cyclables. Vous m'aviez parlé aussi d'un autre défi qui était la perception de transformer un coût en valeur d'investissement. Ouais, exactement, parce que c'est sûr que au bout d'un moment, on présente quand même une facture. Donc, qui dit facture dit dépense. Et là, ça va aussi dépendre de la sensibilité des interlocuteurs et aussi si la demande vient des collaborateurs et si elle émane de leur part, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre quotidien, ou en tout cas améliorer notre empreinte. Et le vélo, finalement, c'est un outil qui est hyper pragmatique, parce que c'est palpable, et des fois, on met en place l'action RSE, c'est un petit peu compliqué à quantifier, est-ce que ça porte vraiment ses fruits, etc. Là, quand on laisse sa voiture au garage et qu'on prend son vélo, il n'y a pas trop de questions à poser, l'impact, il est là. Et finalement, en fait, quand quand la demande émane aussi des collaborateurs et entendu, c'est vrai que du coup, la perception est différente et puis l'avancée dans le temps aussi est différente. Mais dans cette phase de pédagogie, on voit bien quand on met en place des flottes de vélos, il y a toujours des personnes qui sont pas concernées, mais en tout cas qui adhèrent pas forcément de suite. Et puis en fait, ils voient que leurs collègues ils viennent à vélo, qu'ils prennent du plaisir, que ça se passe bien. Et puis leur seule interrogation, c'est de savoir quand c'est qu'il y a le deuxième round, la deuxième vague, parce que ils aimeraient bien en faire partie. Et puis c'est normal, il y a les early adopters entre guillemets, puis au fil en aiguille, ça grossit. Et si les autres personnes d'entreprise veulent y passer, c'est que c'est positif. Je pense qu'il y a une vraie émulation intersalariale au sein des entreprises qui pousse à perpétuer le mouvement, on veut dire. Ok. Alors tout à l'heure, on a parlé d'indicateurs pour rendre un peu plus concret et visible vos démarches. On a parlé des kilos de déchets tout à l'heure. Vous m'aviez parlé de choses importantes parce qu'au niveau de la cuisine, les fours, tout ça, les postes d'électricité sont fortes. Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place pour justement diminuer le coût de l'électricité et de l'énergie? Pour l'énergie, on fait nos cuissons, on fait beaucoup de cuissons la nuit. Alors, en fait, on a investi dans des fours et dans des matériels de cuisson qui peut travailler la nuit, donc des heures creuses, et c'est programmé. Et donc nous la première chose, c'était ça. On a remplacé quand on a déménagé de changer à Bonchamp, c'est la première chose qu'on a faite, c'était ça, c'était mettre en place ça, et puis ensuite de travailler la nuit. Donc en fait, il y a des programmes. Quand on part à 18h, le programme se lance et se coupe tout seul.
Donc automatisation, 100% être présent, mais tout est prêt et vous profitez des créneaux de coûts d'énergie plus faibles. Oui, pour l'électricité, c'est ça. Monsieur Rabu, vous aviez parlé d'indicateurs tout à l'heure avec les 3 indicateurs pour les flottes, notamment l'absentéisme, le turnover, etc. Vous mettez aussi des indicateurs de kilomètres parcourus. Est-ce qu'il y a des challenges? Comment ça se passe? En tout cas, nous, on incite les entreprises ou les responsables RSE, en tout cas l'interlocuteur vélo, à justement mettre en place de petits challenges. Et je reprends le cas de GeoVélo, qui a aussi une dimension entreprise et qui permet en fait d'incentiver ses collaborateurs. Alors, ça peut être aussi le challenge collectif, et du coup, c'est plutôt pas mal. De se dire, voilà, ce mois-ci, on envisage de faire 1000 km, 2000 km, peu importe, ça dépend de la taille de la flotte. Et du coup, tous les collaborateurs vont participer en même temps. Et du coup, ça crée l'émulation. Et puis, ça peut se dire, j'avais pas trop envie de prendre mon vélo ce matin parce que là, il pleut. Mais du coup, de se dire, allez, j'y vais, je participe. Et du coup, j'ai envie de contribuer à l'effort collectif. Ou aussi de faire des challenges individuels. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent et qui peuvent être gérées même à la mano, quand il y a une petite flotte, si possible. Mais en tout cas, nous, on a toute une liste d'actions. Ça peut être du team building, ça peut être des sorties, on peut faire du géocaching. Enfin, en tout cas, il existe aussi beaucoup de choses en parallèle qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, il existe plein de moyens simples en fait pour dynamiser aussi l'utilisation du vélo avec des communications. On peut mettre en place des outils hyper simples qui doivent être poussés aux collaborateurs sur des communications créées, chartées, pour que ils puissent dessiner le message et puis communiquer de manière régulière. Parce que voilà, une fois que c'est mis en place, la première échelon, mais après il faut le faire vivre. Et puis garder des temps de communication, donc avec dire que les saisons, comment ça lié pour l'hiver, etc. En tout cas, ça peut aussi venir nourrir les réflexions et puis aider les collaborateurs à continuer à utiliser un vélo au quotidien. D'accord. Donc on a parlé de communication, on a parlé d'indicateurs de pilotage aussi, de suivi. Est-ce que ceci de transparence, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus en termes de compétitivité, d'image de marque? Ou est-ce que pour l'instant, vous vous en servez pas trop de ces indicateurs? Nous, on va aussi l'utiliser. On attend d'avoir quelque chose d'un peu plus représentatif construit. Mais en tout cas, on a notamment les kilomètres parcourus. Parce que je trouve que ça concrétise vraiment la chose et que ça montre que c'est possible en fait. Je pense que c'est la personne qui va faire le plus de kilomètres avec un vélo d'entreprise. C'est une personne qui a livré le vélo. Elle nous a dit, moi, de toute façon, je n'aime pas le vélo. C'est ses premiers mots. Et je pense que c'est cette personne qui va, sur l'année, qui va en faire le plus. Parce qu'en fait, de passer par son entreprise, en fait, ça simplifie beaucoup les choses. On a le vélo, on a le confort aussi d'un loyer qui est à 0 ou très faible. On a l'émulation avec ses collègues. On a quelque part un engagement parce que on s'est porté volontaire pour prendre un vélo par le biais de son entreprise. On sait que c'est un coût. Donc, on se dit, j'ai aussi fait ma part du job et du coup, ça encourage à l'utiliser. Et puis, il n'y a plus de questions à se poser sur l'entretien, de se déplacer, etc. Donc, du coup, ça permet de franchir le pas beaucoup plus facilement. Bon, c'est une belle victoire. La personne qui dit « ça me pas le vélo, mais qui fait le plus de kilomètres ». C'est retenir. D'accord. Au sein de vos structures, quelles sont vos perspectives en termes de démarche RSE pour les années à venir? Comment vous vous projetez? Tout à l'heure, on parlait pour Melibé Traiteur de se dire je vais devoir passer à une norme parce que ça devient nécessaire de prouver. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles vous imaginez aller? Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais nous, pour les salariés, oui, on est... ils sont tous concernés et concentrés sur ce sujet, donc on échange quand même pas mal sur nos manières de faire, notre manière de faire sur les prestations. Après, je pense que déjà le fait de tout écrire et de faire un petit bilan de ce qu'on met en place et revoir je pense que là il faudrait revoir un petit peu dans l'entreprise ce qu'on pourrait mettre toutes nos actions qui sont mises toute l'année, mais les mettre concrètement et les graver dans le marbre un petit peu pour... Les formaliser dans une feuille de route, dans un plan d'action, il faut les rendre un peu plus visibles et plus concrètes. Et puis enclencher un plan d'action pour les années à venir. C'est un beau programme. D'accord. Pour les petits guidons, ce serait quoi les pistes? Nous, de toute manière, il faut qu'on
il y a un potentiel de développement qui est assez important et qui va se faire au fil de l'eau. Et on voit bien qu'aussi, il y a une prise de conscience au niveau de la raréfaction des ressources, ce qui fait que le vélo n'était pas forcément le choix idéal au cas initial. Mais en fait, il y a cette dimension économique, écologique qui rentre en compte et qui se dit, bah, ok, je vais peut-être pas pouvoir continuer à prendre ma voiture autant que je le faisais avant. Et plutôt que de subir, bah, je préfère anticiper et voir dans quelle mesure je peux contribuer au changement. Et on le voit aussi chez nos clients qui ont parfois des collaborateurs plus jeunes qui vont en tout cas avoir un discours qui va plus en ce sens. Peut pas forcément dire qu'aujourd'hui ils font déjà les trajets en vélo, mais en tout cas ils sont plus réceptifs à l'idée, à se dire à l'éventualité, se dire bah, tiens, si j'avais un moyen de pouvoir faire mes trajets à vélo, finalement pour moi c'est un avantage qui me plaît à travers mon job. Donc il y a des choses à travailler dans ce sens, je pense. Ouais, on sent bien que la nouvelle génération a un vrai engagement environnemental et veut partager des valeurs et vous les retrouver au sein des entreprises et vous y concourez comme ça. En tant que dirigeant, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à d'autres dirigeants d'entreprise tels que vous, qui n'ont pas forcément démarré leur démarche ou qui viennent tous juste de le faire? Eh bien, moi, je dirais que la première chose, c'est d'être convaincu. De toute façon, on ne peut pas mener, même s'il y a plein de choses qu'on a envie de faire, on ne pourra pas tout mener de front. Donc, ça impose de faire des choix. Et si on veut que ça aboutisse, je suis convaincu qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de le faire, parce que sinon, il y a énormément de freins ou de barrières qu'il faut qu'on peut abandonner. Et si on ne le fait pas pour les bonnes raisons, la probabilité que ça aboutisse est plus faible, ou en tout cas, pas dans des proportions comme on l'aurait imaginé. Donc, moi, mon conseil, ça serait vraiment de s'arrêter sur ce qui est important pour la personne et puis d'aller vraiment de creuser le sujet, de le penser et d'aller à fond. Mais il faut y croire. Donc y croire, à le faire en petites étapes, en petites touches, faire des sélections, choisir les priorités, tenir compte aussi peut-être effectivement de cette jeune génération qui est plus sensible à ça et s'appuyer sur eux. Je pense que c'est important. Pour vous, Monsieur Chartier? J'allais dire ça, non mais c'est ça, c'est ceux qui veulent monter un projet, oui, c'est déjà réfléchir à ce projet, il faut qu'il soit réfléchi avec du bon sens, avec des bonnes manières de faire, donc il faut déjà que la personne soit convaincue, ou en tout cas dans cette démarche-là, et puis après, ceux qui sont déjà installés et qui ont un métier, parce qu'en fait, je pense que peu importe le métier qui est fait, il y a toujours des petites choses à faire, et il faut déjà commencer par les plus basiques ou les gestes qu'on prend, parce qu'on a souvent, des fois, c'est des mauvaises habitudes qu'on a et on se dit, bah non, c'est impossible. Et là, pour le vélo, par exemple, c'est concret. Les personnes qui vont au travail en voiture et qui changent par le vélo, c'est concret. Alors, non, c'est peut-être une grosse chose pour certains, mais finalement, ça peut être remis à une échelle plus petite et puis on peut faire quand même des efforts. On attend toujours souvent des gros changements de la part des plus grands ou des plus gros sur la Terre, et je pense qu'on est plus nombreux à être à un niveau plus petit, et si on faisait ce qu'il faut dans des petits gestes. Bon. Merci pour ces partages, messieurs. Comment on peut l'illustrer au sein du cabinet Altoneo? Quelle démarche d'accompagnement RSE peut-on proposer aujourd'hui, David Corlet? Tout d'abord, donc je rebondis sur ce qui a été dit à l'instant. Le cabinet Altoneo se lance dans une démarche RSE parce que ses associés sont convaincus par la démarche et parce qu'aussi les collaborateurs sont convaincus et sensibilisés sur cette démarche. Donc c'est une démarche qui est sincère et qui vise à être impactante, puisque Altoneo cherche à impacter non seulement son activité propre, mais aussi ses clients. Donc Altoneo accompagne ses clients dans une performance globale, donc économique forcément, puisqu'une entreprise doit être rentable pour exister, mais aussi sur les volets sociaux, tout ce qui est lié au personnel, à la qualité de vie au travail, mais aussi sur le côté sociétal, donc le faire du lien avec ses partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, etc. Et sur le côté environnemental, donc sur la réduction de l'empreinte carbone et sur agir contre la raréfaction des ressources. Altoneo permet aussi aux dirigeants qui l'accompagnent
de profiter de la communauté justement des clients d'Altoneo, que ce soit des TPE ou des PME, avec des partages d'expériences qui pourront parler à tous et dans tous les secteurs d'activité. Et puis, Altoneo peut aussi profiter de ses partenaires, que ce soit Axeli et Accor, qui ont permis à Altoneo justement de monter en compétence sur ce sujet pour accompagner au mieux ses clients. L'accompagnement RSE d'Altoneo consiste d'abord à mesurer son niveau d'éco-responsabilité, c'est-à-dire de faire un état des lieux de la situation de son entreprise à un instant T pour définir des objectifs qui sont alignés avec les convictions d'abord du chef d'entreprise et adaptés à chaque entreprise, individualisés selon l'entreprise, son secteur d'activité et sa taille. Une fois que les objectifs sont définis, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leur plan d'action, là aussi adapté en fonction des envies du dirigeant, des enjeux de l'entreprise, pour ensuite obtenir des éléments de communication à partager à ces parties prenantes et qui mesurent le degré d'impact RSE, d'impact positif d'une entreprise. Très bien. Moi, ce qui m'avait paru intéressant à souligner, c'est que les collaborateurs sont convaincus parce que la démarche, il y a 3 ans, elle a été faite en interne avant de la proposer à nos clients. Et donc, on a tous été immergés avec la fresque du climat, avec des engagements, avec des ateliers participatifs et qui ont fait que on est tous à la base convaincus nous-mêmes et ça nous permet, comme vous, de la dupliquer auprès des collaborateurs, de faire de la pédagogie après. Donc le panel d'accompagnement RSE d'Altoneo est divisé en quatre grandes parties. Tout d'abord sur la sécurisation de l'organisation. Donc il y a 3 offres, le Diag Flash RSE, l'audit RSE et le bilan carbone, qui sont là justement pour faire un état des lieux des enjeux RSE au sein de chaque entreprise et adapter aussi là selon la taille de l'entreprise. Ensuite, il y a l'accompagnement justement de la gouvernance de l'entreprise. Donc là, il y a 2 offres qui sont adaptées d'une part au TPE, donc le parcours TPE qu'on verra ensuite, et le parcours PME qui permettent d'accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie et de la faire vivre au quotidien. Il y a un autre volet sur l'animation des équipes pour justement que les dirigeants convaincus puissent emmener avec eux leurs équipes. Donc Altoneo peut vous accompagner par exemple pour sensibiliser vos collaborateurs en effectuant une fresque du climat ou pour les entreprises d'une taille plus importante en formant un référent RSE au sein de votre organisation. Et puis, il y a des offres qui sont dédiées là aux plus grandes entreprises liées à la CSRD. Voilà, ça couvre un panel assez large de toutes les activités que peut proposer Altoneo. Alors, on a parlé on est dans le marché de la TPE ce soir avec des exemples très concrets. Comment on peut accompagner ces TPE au quotidien qui n'ont pas forcément encore démarré leur démarche ? Donc, toutes les entreprises sont concernées. Il faut savoir que les TPE, donc là, on parle des entreprises d'une dizaine de salariés maximum, sont aussi impactés par la RSE. Et donc, Altoneo propose aux TPE qui n'ont pas encore démarré ou qui sont en train de démarrer leur démarche RSE de les accompagner et d'utiliser la force du collectif pour que ces TPE puissent monter en puissance et créer leur propre stratégie RSE. Donc, il y a un accompagnement qui permet à un collectif de dirigeants, donc entre 5 à 7 entreprises, de bénéficier d'un retour d'expérience et de la compétence d'Altoneo sur le sujet de la RSE pour pouvoir définir leur propre stratégie RSE et la faire vivre au quotidien. Donc ça commence par une prise de conscience, un état des lieux de son entreprise à un instant T, comme je le disais tout à l'heure, définir ses enjeux et ses risques RSE et identifier ses priorités puisqu'on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets. Donc en fonction de l'appétence de chaque chef d'entreprise et des enjeux de l'entreprise et des risques les plus importants, on va se focaliser sur plusieurs thèmes distincts. Ensuite, il y a un passage à l'action. Donc, quand on a défini nos enjeux prioritaires, on va définir nos objectifs, les moyens qu'on y met pour justement répondre à ces objectifs et les actions que l'on met en place pour enfin devenir autonome sur sa démarche, la faire vivre. Donc, analyser les objectifs avec ce qui a été réalisé, corriger ses actions si tel est le besoin et communiquer auprès de ses parties prenantes sur ce que l'on a fait et sur ce que l'on souhaite faire. Donc, pour résumer, des petits groupes de dirigeants ensemble qui travaillent à la fois sur leur stratégie, leurs enjeux, pour aboutir à une feuille de route, à un plan d'action, avec des phases de rencontres collectives, des petits points individuels pour mener à bien leur action. Et donc, cette définition de la stratégie est organisée en 4
rendez-vous collectifs, 4 demi-journées collectives, et entre chaque demi-journée collective, des moments individuels avec les référents RSE Altoneo. Ces moments collectifs permettent de profiter des travaux de chacun et des réflexions de chacun, et ça permet de ne pas être tout seul dans son coin, mais aussi de profiter de l'émulation d'un groupe. Donc la première demi-journée est axée justement sur ce qu'est la RSE déjà, définir et comprendre la RSE, ce que c'est, et pour déboucher sur un autodiagnostic de sa propre entreprise et de se dire aujourd'hui, voilà, mes enjeux RSE, c'est ça, mes risques RSE, c'est ça, et quels sont mes enjeux prioritaires. Sur la deuxième demi-journée, on affine ces enjeux prioritaires et on commence à regarder comment je peux financer mes actions RSE. Sur la troisième demi-journée, une fois qu'on connaît nos enjeux prioritaires et qu'on a commencé à définir nos objectifs, on peut commencer à mettre en place un plan d'action pour, sur la dernière demi-journée, analyser la mise en place des premières actions, communiquer sur ce qui a été réalisé et faire vivre la stratégie pour pas qu'elle s'essouffle. Donc c'est comment aussi on implique nos collaborateurs et comment on remet comment on analyse et comment on modifie notre stratégie en fonction de ce qui a été réalisé. Donc un travail collectif avec un accompagnement individuel pour faire en sorte que le dirigeant il soit autonome finalement à l'issue de cette démarche. L'idée, c'est pas d'avoir des stratégies préfaites, c'est que ce soit le dirigeant qui crée lui-même sa stratégie et qui soit autonome pour la faire évoluer en fonction de l'environnement, en fonction de ses envies et en fonction de l'évolution de son entreprise aussi. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée auxquelles on peut répondre ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on a reçu 3 questions. La première, qui est peut-être la plus précise, destinée aux petits guidots, qui est: avez-vous pensé à faire des parkings vélos ? On a l'exemple d'une entreprise là qui a une collaboratrice qui habite à la campagne, qui voudrait venir en vélo à partir de Bonchamp. Et donc faire Bonchamp-Laval en vélo le matin et le soir. Et la question c'est: avez-vous déjà eu ce genre de demande ? Alors nous, on ne fait pas directement les parkings à vélo. En revanche, on accompagne les entreprises dans leur démarche. Parce qu'il existe notamment aussi des programmes. Tout à l'heure, j'ai cité Objectif Employeur Pro Vélo. C'est notamment un programme, quand on y rentre et qu'on est labellisé, qui permet d'obtenir des aides pour la construction d'abris à vélo. Et il existe le pendant, en fait, qui est le programme Alvéole Plus pour les collectivités. C'est un levier du coup, que peuvent utiliser les employeurs pour faire financer tout ou partie le coût de l'abri à vélo. Sachant qu'aujourd'hui, pour les solutions, pour les nouveaux bâtiments, il y a une obligation de mettre à disposition des stationnements vélo. Donc là, la question ne se pose pas. Parce que c'est prévu de base, mais en tout cas pour les autres, les anciens bâtiments, il y a soit ces solutions-là, soit sinon après nous on peut proposer des solutions mais un peu plus légères qui peuvent après s'adapter en entreprise. C'est notamment le cas pour toutes les personnes qui font du vélo taf. Plutôt que de créer parfois un abri à vélo un peu plus complexe ou avec des prises en tout cas qui nécessitent des investissements un peu plus lourds ou qui sont faits un peu plus étalés dans le temps. Des fois, il y a juste des arceaux qui sont montés qui permettent de sécuriser le vélo et de vélo restreint, en fait, ça fonctionne très bien. Donc, on peut aussi aiguiller vers des entreprises parfois locales aussi qui font ce type de prestations à l'entreprise. Bien. Autre question ? Oui, alors là, c'est destiné à nos 2 intervenants. La question est: avez-vous eu recours à des aides financières pour soutenir vos projets RSE ? Non, on n'a pas eu d'aide financière pour la mise en place de la démarche RSE pour nous. Et non, nous non plus. Comme pour Mélibé, dans le cas de notre plan de financement, on a eu un prêt à 0% par Initiative Mayenne et la BPI. Mais qui ne sont pas spécifiques à l'RSE en tout cas, et qui sont des prêts et des aides de subventions. Dernière question ? Oui, alors malgré tout, la force de conviction des intervenants, on sent qu'il y a encore une personne qui hésite là et qui nous dit: si vous deviez donner un conseil à une petite entreprise qui hésite à intégrer la RSE dans sa stratégie, quel serait-il ?
Pour ma part, je pense que c'est pas forcément une question de taille. Alors, effectivement, il y a des ressources à mettre en face et plus la structure est petite, plus ça peut être compliqué. Euh, mais je pense que c'est d'autant plus important quand tu as une petite structure parce que on a peut-être moins de clients, en tout cas moins de vision dans le long terme que peut avoir une grosse structure qui tourne depuis longue date. Moi, je dirais que c'est plutôt un pari pour l'avenir parce que ça va peut-être demander des efforts. Quand je parle d'efforts, je parle de temps ou de ressources à intégrer. Mais je pense qu'aujourd'hui, si les entreprises veulent être pérennes et durer dans le temps, c'est quelque chose qu'il faudra forcément intégrer pour durer. Oui, et puis je pense aussi que ça a du sens. Il y a même pas de, enfin, il faut que ce soit intégré. Et, oui, je suis d'accord que je pense que ça peut être compliqué, mais il faut y aller parce que justement, le temps des questions, c'était avant. Maintenant, c'est de l'action et concret. C'est du concret. Même pour une petite entreprise, c'est faisable, c'est réalisable. Il y a forcément des contraintes au niveau de l'argent, mais avec les partenaires et les clients, je pense que ça a créé aussi quelque chose qui fait qu'on comprend mieux l'autre quand on explique la démarche. Donc ça, des fois, ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font de la RSE sans le savoir. Et c'est pas assez transparent, mais en fait, on en fait tous de la RSE, de la démarche. Ça touche depuis la sécurité des données, au bien-être salarié, à la production, à l'environnement bien sûr, mais pas que. Donc il y a plein de domaines. Et je pense que si on se penche vraiment sur des petites choses individuellement, eh ben, on trouvera qu'on est déjà impliqué dans la RSE. Et déjà, rien qu'en prenant conscience de ça, ça permettra de se dire, bah voilà, on fait déjà ça, mais qu'est-ce qu'on peut prolonger et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore les choses et renforcer ces actions-là. Donc, c'est pas parce qu'on n'a que 2 salariés qu'on peut pas faire de RSE. Au contraire, je pense que c'est ce que disais tout à l'heure, c'est plus facile finalement. David, s'il y avait un conseil à faire, le dernier conseil de la journée. Eh ben, si on est convaincu, il faut se lancer. Et à 2, on fera évidemment pas autant de choses qu'à 20 ou qu'à 200, mais on fera des choses à notre échelle. Et le plus important, si on est convaincu, c'est de se lancer et ça se fera naturellement. La peur d'augmenter son tarif des fois c'est ça qui fait qu'on a peur et au final moi nous avec Simon on avait vraiment peur de ça. On a hésité au début et puis au final taper dans le portefeuille, les entreprises le comprennent quand la démarche est décrite, les entreprises le comprennent et au final alors, je dis pas taper dans le portefeuille pour rien, c'est vraiment quand on augmente un petit peu ses prix, eh ben c'est pas anodin parce qu'il y a ça qui est mis en place, et quand on l'explique, ça fait partie de la communication. Quand on l'explique bien, ça se passe très bien. Et moi, je dirais que, effectivement, quand on veut se lancer dans la RSE, c'est pas forcément que des grandes actions, des grandes choses inatteignables. Faut avoir des ambitions, mais qu'elles soient aussi réalisables et de se fixer des choses atteignables qui auront un impact, mais en tout cas qu'on va pouvoir réellement mettre en œuvre pour que ça apporte ces fruits, que ça soit concret, quitte après à grandir, à avoir plus en plus grand, mais en tout cas commencer par quelque chose plutôt que de fixer quelque chose de trop élevé que finalement on mettra jamais en œuvre. Très bien, nous arrivons à la fin de cette table ronde, de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé.